Merci de nous rejoindre pour ce Zoom sur la prévoyance du dirigeant. On va apprendre beaucoup de choses. Merci Jean de ton introduction et merci à tous pour l'invitation. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la prévoyance du dirigeant. Simplement juste pour vous présenter en quelques secondes Lilycare. Donc nous sommes un courtier et une plateforme digitale spécialisée dans la protection sociale des indépendants et du chef d'entreprise. Donc ça comprend la prévoyance, tout ce qui est santé, complémentaire santé, et également la retraite supplémentaire et également l'épargne salariale. Voilà, ce sont les grands pôles. Alors, pour démarrer, je voulais qu'on fasse un focus rapide et simple sur ce que c'est que la prévoyance, parce que beaucoup de gens mélangent tout. La prévoyance, ils pensent que c'est la mutuelle santé, les frais de santé. Non, la prévoyance, c'est trois garanties principales. Tout d'abord, l'arrêt de travail. Donc l'arrêt de travail, c'est une garantie. En cas d'arrêt de travail, vous percevez de la prévoyance, donc de l'assurance complémentaire, des indemnités journalières pour compenser votre perte de revenus. Donc ça peut être si vous avez le statut de salarié en complément de la sécurité sociale. Si vous avez le statut de travailleur non salarié, ça va être en complément de votre régime de base obligatoire. Donc par exemple, je suis avocat, la Caisse nationale du barreau français va vous donner un certain montant d'indemnité et nous, avec la prévoyance complémentaire, on va venir compléter pour que vous n'ayez pas une perte de revenus trop importante. Donc l'arrêt de travail, en général, ça dure 3 ans maximum en termes de durée. C'est rare qu'on aille jusqu'à 3 ans. En général, au bout d'un an, l'assureur va assez rapidement vous passer en invalidité. Donc la deuxième garantie, donc l'invalidité, c'est le versement d'une rente jusqu'à la retraite. Donc aujourd'hui, c'est 67 ans à taux plein. Donc l'invalidité, ça ne veut pas dire que vous êtes un légume et que vous n'êtes plus du tout capable de travailler et de faire quoi que ce soit. Ça veut dire que dans votre profession, vous n'êtes plus capable de travailler. Donc, je m'explique. Un exemple très simple, un chirurgien dentiste qui va perdre un pouce, bien sûr, lui, il va être en invalidité totale puisqu'il ne pourra plus jamais exercer ce métier de chirurgien dentiste. Par contre, il pourra faire autre chose. Donc, il ne sera pas handicapé. Moi, si je perds un pouce, je vais pouvoir continuer à travailler dans mon activité professionnelle avec un certain taux d'invalidité, mais en tout cas, je ne serai pas en invalidité totale. Donc là où il faut faire assez attention, parce que c'est évidemment l'événement le plus grave, faut bien éplucher les contrats et les regarder, parce que il y a évidemment beaucoup de types d'invalidité dans les contrats des assureurs, avec professionnels, fonctionnels, avec des barèmes différents. Donc, il faut bien appréhender ça et bien se protéger pour ne pas avoir de mauvaises surprises si malheureusement il nous arrive un problème, et notamment toutes les professions comme les professions médicales ou paramédicales. Un kiné qui a un problème sur les mains, bon, bah voilà, il va plus pouvoir travailler. Donc, il faut bien regarder les contrats, pas que ça soit un pouce. Si c'est 15% d'invalidité sur le contrat, bah, le chirurgien dentiste, il va être quand même pas du tout indemnisé à la hauteur de la perte totale de ses revenus. Et la troisième garantie, ça va être le décès. Donc là, c'est assez simple, hein, c'est un capital décès qui est versé au conjoint survivant ou aux enfants ou à à un bénéficiaire de son choix. On peut mettre le bénéficiaire de son choix. Ce capital décès est exonéré en général de droits de succession, donc c'est plutôt bien en fiscalité. Et ça peut être également une rente éducation. Il peut y avoir un complément, une partie en capital et une partie rente éducation pour les enfants jusqu'à la fin de leurs études. Alors, quand on est indépendant, donc travailleur non salarié, il y a quelques petits avantages sur la souscription du contrat de prévoyance, puisqu'on peut déduire les cotisations qu'on va payer à l'assureur, sous certaines conditions, bien sûr, de ses revenus professionnels. Donc, si ça me coûte 1000 euros la prévoyance à l'année et que je gagne 50 000 euros, je pourrais les déduire de ces 50 000 euros de façon assez schématique et simple.
Ensuite, il y a une autre garantie qu'on peut prendre dans les contrats de prévoyance pour les dirigeants, ce sont les frais généraux. Donc, en fait, en cas d'arrêt de travail, l'assureur va pouvoir verser une indemnité pour payer les charges fixes. Donc, ça peut être votre loyer, ça peut être vous avez une assistante, une secrétaire, vous avez des charges d'URSSAF ou d'autres charges qui vont pouvoir compléter vos revenus. Voilà. Donc ça, c'est une garantie qui est assez importante. Elle est plafonnée par contre en temps, c'est soit 12, soit 24 mois. Mais ça peut vraiment vous aider, bien entendu, en cas d'arrêt de travail temporaire. Ensuite, en prévoyance, il y a aussi une garantie qu'on oublie fréquemment et qui malheureusement aujourd'hui est assez utilisée parce qu'il y a pas mal de faillites d'entreprises. C'est la garantie chômage du dirigeant. Donc, de façon assez simple, on se couvre en cas de chômage. Donc, ça va être en cas de faillite. Ça peut être également une mise en liquidation. Ça peut être une révocation quand on est salarié dirigeant d'une entreprise. Tous ces cas-là peuvent être également couverts et le dirigeant peut percevoir une indemnité chômage d'une durée de 12, 18, 24 mois selon les contrats, de 50% de son revenu, 70, 80% de son revenu selon les contrats. Et les cotisations sont également déductibles dans le cadre de la loi Madelin. Les points de vigilance qu'il faut avoir dans la prévoyance, c'est déjà bien évaluer ses besoins. On voit souvent des personnes, pour vous donner des exemples, qui disent ah ben moi je gagne 5 000 euros par mois, donc je vais me couvrir pour 5 000 euros. Mais en fait, ces besoins réels, ce sont que 3 000. Donc c'est pas la peine non plus parce que la prévoyance c'est quand même des cotisations à fonds perdus. Forcément, c'est comme de l'assurance voiture. Hein. Tant que vous n'avez pas d'accident, bah, voilà, c'est vous payez, mais n'utilisez pas, heureusement. Et donc la prévoyance, c'est pareil. Donc ça, c'est bien évaluer ses besoins pour pas payer plus que vous ne devriez payer, mais également et surtout, les situations peuvent évoluer. Aujourd'hui, je suis célibataire, j'ai pas d'enfants. Demain, je me marie, j'ai des enfants. Donc tout ça peut évoluer. Donc il est très important notamment tous les ans, de faire un point sur votre prévoyance pour voir si c'est toujours adapté. Et mes revenus peuvent aussi évoluer. Je démarre, je me paye très peu, ou je suis payée une partie par le chômage, et puis finalement après, je commence à bien me rémunérer. Donc effectivement, je ne vais pas avoir les mêmes besoins ou avoir des charges, prendre des locaux professionnels, etc. Vérifier les exclusions. Alors ça, c'est des choses qu'on a assez fréquemment. Donc les gens ne nous disent pas, ils font des sports à risque, je fais du ski hors piste, je fais de la plongée sous-marine, etc. Donc nous, on pose évidemment ces questions pour éviter des exclusions, puisque s'il y a une invalidité ou un décès suite à ce type de sport, ça sera une exclusion. Et là, c'est évidemment catastrophique en termes pour la famille et pour l'entreprise. Et puis de certaines pathologies. Donc là, il est très important de bien vérifier le questionnaire médical. Vous avez toujours un petit questionnaire médical à remplir. Donc de le remplir, pas très très vite, je coche non partout, et surtout bien le lire, bien vérifier. J'ai pas été opérée. Il faut vraiment tout déclarer pour pas qu'après on vienne nous dire ah oui, mais vous n'avez pas déclaré ci et ça, donc ça va être une exclusion. Ensuite, comprendre les délais de carence. Quand on prend un contrat de prévoyance, on peut avoir des franchises et des délais de carence. Le délai de carence, c'est quoi? C'est aujourd'hui, je vais prendre un contrat de prévoyance, mais je ne suis pas du tout couvert aujourd'hui. Il peut y avoir un délai de carence de 2 ou 3 mois avant que la couverture soit en place pour éviter, effectivement, on me déclare une maladie très grave et je vais tout de suite prendre un contrat de prévoyance pour me couvrir. Donc, pour éviter ça, souvent, les compagnies mettent un délai de carence, sauf si vous êtes déjà couvert par ailleurs avec un autre contrat qui offre les mêmes garanties. Là, il n'y aura pas ce délai. Et les franchises, c'est combien de temps je vais attendre avant d'être indemnisé. Donc, je m'explique, je prends un contrat de prévoyance, je vais me couvrir pour 5 000 euros et en cas de maladie, d'accident et ou d'hospitalisation, de quel va être le délai que je vais pouvoir
attendre sans revenu? Est-ce que c'est 15 jours? Est-ce que c'est 30 jours? Est-ce que je peux tenir 60 jours sans revenu? Donc évidemment, ça va déterminer le prix, hein. Plus la franchise est longue, plus le prix va être faible. Nous, ce qu'on préconise, évidemment, c'est d'avoir des franchises courtes en cas d'accident et d'hospitalisation, parce que ça, c'est vraiment l'événement brutal et qui n'est pas prévu. En cas de maladie, d'avoir peut-être une franchise plutôt autour de 30 jours, sachant que la majorité des sinistres, c'est soit je suis hospitalisée, donc j'ai une franchise courte, soit j'ai un accident, c'est une franchise courte. Maladie, c'est souvent, je ne suis pas hospitalisée et j'ai pas eu d'accident, mais je fais un burn-out par exemple et je vais rester chez moi, je vais faire une dépression. Donc là, on met plutôt des franchises un petit peu plus longues pour pas que le tarif soit trop important. Et pour finir, choisir la bonne structure tarifaire. Donc, il y a plusieurs types de contrats, notamment quand on passe 40-45 ans. Il y a des contrats de prévoyance qu'on appelle âge à l'adhésion. C'est-à-dire que le tarif va être plus ou moins bloqué par rapport à votre âge et n'évoluera qu'en fonction du plafond annuel de la sécurité sociale. Et également, ça peut augmenter un petit peu par ailleurs, mais assez faiblement. Donc, on va préférer choisir ce type de tarif où on ne va pas se retrouver à 60 ans avec une explosion de son contrat de prévoyance qui va doubler ou tripler et qu'on ne pourra pas résilier parce qu'entre-temps, on a eu des petits soucis de santé. Et si on résilie, ça veut dire que par ailleurs, on va être obligé de remplir un questionnaire de santé et on peut peut-être nous mettre quelques exclusions. Donc ça, c'est important de le voir. Mais quand on a 30 ans, ce type de contrats sont un petit peu plus chers. Donc, voilà, c'est du cas par cas. Sur l'indemnisation, là aussi, il faut être quand même assez vigilant. Est-ce que je prends un contrat indemnitaire ou un contrat forfaitaire? Donc la différence, elle est très simple. Aujourd'hui, je crée mon entreprise, je ne vais pas me payer ou je ne me suis pas payée pendant 1 an ou 2 ans. Donc, sur quelle base je vais prendre cette garantie de prévoyance? Je vais être obligée de la prendre sur la base de ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de 5 000 euros pour vivre, au minimum pour couvrir mes charges. Donc là, on va prendre plutôt un contrat forfaitaire. L'assureur ne va pas vous embêter avec cette histoire de revenus. Ah ben oui, mais vous n'êtes pas payé ces 2 dernières années. On va vraiment tout de suite vous garantir pour 5 000 euros que vous soyez payé ou pas payé. Si vous avez un arrêt de travail, l'assureur va payer les 5 000 euros par mois. C'est des contrats qui sont un tout petit peu plus chers. Donc, si les dernières années, les 3 dernières années en général, vous vous êtes rémunéré, pas besoin de prendre un contrat forfaitaire, vous avez des revenus réguliers. Donc là, on va partir sur un contrat indemnitaire et l'assureur vous demandera la moyenne des 3 dernières années de revenus si vous avez un arrêt de travail, un sinistre. Voilà. Et ensuite, ce qui est bon aussi de regarder sur les contrats, est-ce que l'indemnité va venir en complément de votre régime obligatoire, donc sécurité sociale ou régime des indépendants, ou en déduction. Donc ça aussi, c'est important parce que ça ne va pas être le même montant d'indemnité, forcément. Donc c'est pour ça qu'il faut bien étudier ses besoins et en fonction de ça, faire les choix de contrat. Alors, il y a des dispositifs également qu'on peut mettre en place en prévoyance, qui sont souvent méconnus. Dans le cadre d'une entreprise, ce sont les contrats hommes-clés. Donc, c'est toujours la prévoyance. Donc, ça veut dire en cas de décès ou d'invalidité. Donc, un contrat homme-clé, je vais vous donner un exemple concret. J'ai un restaurant, mais je ne sais pas cuisiner, mais j'ai un chef exceptionnel, étoilé, qui est connu. Donc, évidemment, c'est ce chef étoilé qui va faire venir les personnes dans mon restaurant. Si ce chef étoilé est en invalidité ou il décède, je vais avoir une très grosse partie de mon chiffre d'affaires qui va être perdue. Donc le temps de retrouver un chef, également de récupérer ma clientèle, etc., je vais pouvoir percevoir grâce à un contrat homme-clé en prévoyance, une indemnité. Donc là, évidemment, il va falloir estimer donc avec l'expert comptable ou avec vos associés éventuellement cette perte de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que ça va générer? Et ça peut être 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 euros. Et donc
ce montant va être intégré dans l'entreprise. Donc, imaginons 300 000 euros. Donc, je vais percevoir 300 000 euros pour pouvoir pallier cette perte de ce chef et essayer de me réorganiser pour me relancer. Ensuite, en prévoyance, il y a aussi des contrats croisés associés. Donc là, je vous donne aussi des exemples concrets. Donc, nous sommes deux associés. Si bon, la valeur de l'entreprise, on va prendre quelque chose de simple, imaginons 1 million d'euros par exemple. Si je décède, donc mon associé va se retrouver en indivision avec mon conjoint survivant et mes enfants. Donc, il va se retrouver avec des personnes externes qui n'y connaissent rien à notre métier dans l'entreprise. Donc ça, évidemment, c'est pas toujours très confortable. Ça peut générer des frictions et donc ça peut être assez embêtant. D'autant plus que si vous voulez racheter, bien sûr, les parts des enfants ou du conjoint survivant, donc les fameux 500 000 euros, la moitié, vous allez vous retrouver en face d'une banque qui va dire oh là là, mais vous avez perdu votre associé, donc ça va mettre en difficulté votre entreprise. Peut-être que la banque ne voudra pas vous prêter. Vous n'avez peut-être pas non plus les 500 000 euros sur votre compte courant pour rembourser la famille. Donc, ce capital va permettre de percevoir les 500 000 euros et de pouvoir immédiatement indemniser la famille et donc après de faire la cession des parts et ne pas se retrouver en indivision avec des personnes extérieures, voire des fois même des enfants mineurs. Donc là, c'est encore plus complexe. Ensuite, là, c'est des petites choses que j'ai mis en parallèle. C'est pas de la prévoyance, mais ce sont des conseils qui peuvent être donnés à un dirigeant pour se protéger de façon globale. Évidemment, plutôt quand on crée sa société, être plutôt en société, ce qui permet donc en SAS, en SARL, ce qui permet de protéger son patrimoine personnel plutôt que d'être en indépendant, en libéral, mais ce n'est pas toujours possible. Il y a des personnes qui sont obligées par des ordres d'être en libéral ou en indépendant pur. Donc la structure sociétale permet de cette protection du patrimoine professionnel et personnel, notamment en cas de faillite. Ce qu'on préconise aussi, bien sûr, mais ça vous devez tous le savoir, c'est quand on est chef d'entreprise de mettre en place un régime de séparation de biens au niveau matrimonial. Donc effectivement, ça permettra de protéger le conjoint si jamais l'entreprise a des difficultés, notamment financières. Donc ça, c'est assez important de le voir. Donc ça se voit plutôt avec un notaire. Et puis, il peut y avoir également, on voit ça de plus en plus, des pactes donc pour finir, des pactes de succession future. Donc, ça veut dire que je vais voir mon notaire et je vais, au sein de mon entreprise, je vais déjà organiser en disant, ben voilà, s'il m'arrive quelque chose, ça peut être fait aussi avec des pactes d'associés, s'il m'arrive quelque chose, je veux impérativement que ça soit mon associé qui reprenne les parts, voilà. Je peux organiser aussi d'autres choses dans ce pacte futur pour que mes survivants et mes héritiers ne se retrouvent pas complètement perdus à pas savoir du tout quoi faire. Et puis s'ils sont pas dans l'entreprise, ils sont complètement ça les met en difficulté. Donc, ce sont des choses qu'on peut organiser avec des testaments, des choses comme ça aussi, en complément de la prévoyance de façon plus globale, mais également avec des pactes d'associés qui peuvent être rédigés pour se protéger entre associés. Alors, est-ce que vous auriez des questions? Et merci pour votre présentation. Parce que la fin, bien sûr, c'est pas uniquement de la prévoyance, puisque bon, Non, créer une société, séparer oui, des biens, c'est une chose, normalement, dès qu'on est dans le business, oui, on doit commencer par là, quelque part. oui, Le plus dur, c'est peut-être pour ceux qui sont en mono-entreprise ou qui sont oui, un peu seuls ou qui sont obligés de oui, reprendre une société ou qui étaient habitués à être cadres et qui reprennent une boîte ou qui remontent une oui, boîte et oui. qui n'ont pas toutes les clés de tous ces dispositifs qui sont parfois un peu rébarbatifs, on va dire. Oui,
Et puis pour souvent, le... quand les personnes étaient salariées avant, ils ont été salariés pendant 20 ans, ils montent leur entreprise. Avant, ils étaient protégés, donc en fait, ils ne se posent pas la question de la prévoyance, ils ne se posent pas la question du régime matrimonial, ils ne vont pas spécialement voir soit un notaire, soit un expert comptable. Maintenant, il y a pas mal de choses qui se font en online, on va dire, digital, et pas toujours avec les meilleurs conseils, voire pas de conseils du tout. Donc effectivement, quand on avait le statut de salarié avant, bon ben voilà, on ne se posait pas cette question, puisque quand on est salarié, la prévoyance notamment et la mutuelle santé sont obligatoires. Alors surtout pour les cadres, parce que ça ne concerne pas toutes les conventions collectives, mais quand on est cadre dans une société, on ne se pose pas ce type de questions, évidemment. Donc après, on a l'impression qu'on est protégé pareil, et puis en fait, on ne se rend pas compte, on ne se pose pas ce type de questions, et ça peut être extrêmement problématique. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'appels qu'on peut avoir avec des gens qui nous appellent. Je pense à ça il y a 2, 3 semaines, un paysagiste, bon ben voilà, et la gage, 2 doigts en moins, il nous appelle, bah c'est trop tard. Enfin, je veux dire, on peut rien faire, hein. Voilà, donc c'est tout type de clients, mais en tous les cas, c'est vraiment tellement important, parce qu'après, si vous n'avez pas de prévoyance et si vous avez un pépin, même temporaire, déjà, si vous avez un pépin de santé temporaire, ça veut dire que derrière, vous allez en plus avoir des difficultés financières. Donc, je trouve que c'est quand même pas la peine de s'en rajouter. Et puis surtout, peut-être mettre l'entreprise en péril. Donc global, si vous avez des salariés, votre famille, bien sûr, mais également bah, la suite. Si c'est juste un arrêt de travail de quelques mois, bah, peut-être que ça peut mettre en danger même la suite de votre activité, alors que si vous êtes bien protégé, il y aura une indemnité, vous pourrez vous soigner et reprendre le travail sereinement. Donc c'est quand même assez essentiel. Claude a une question. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Alors moi, je suis complètement convaincu par tout ce que vous dites. Par contre, j'avais une petite question sur les pactes de Oui, succession future. On inclut forcément le démembrement. oui, tout à fait. D'accord. Oui, oui. Donc il peut y avoir dans ces pactes aussi, bah, effectivement, les donations, Oui. tout peut être organisé dans ces pactes. Après, c'est de plus en plus utilisé. Alors pour les chefs d'entreprise, c'est mal connu, mais c'est quand même pas mal maintenant utilisé pour des personnes d'un certain âge qui des fois n'ont pas d'héritier et se disent, bah mince, si j'organise pas les choses et que si je peux plus prendre certaines décisions, qui va gérer, etc. Donc on le voit de plus en plus. Oui, oui, tout à fait. En plus, avec tous les avantages des abattements, et Oui, il faut utiliser, hein, c'est clair. oui, Mhm. oui, tout à Voilà. fait. Et D'accord. c'est pas assez. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus. C'est une très bonne question, mais dans la prévoyance, j'en ai pas parlé parce que je ne voulais pas trop charger, mais il y a aussi la dépendance, c'est-à-dire qu'on Eh oui. peut prendre des Mhm. contrats de dépendance et on n'en parle pas assez. Si, par exemple, bah, je me dis, si un jour je suis dépendante, j'ai pas envie que mes enfants soient obligés de payer pour moi, donc je prends un contrat de dépendance, et si je deviens dépendante, l'assureur va verser une rente mensuelle, donc par exemple de 5 000 € par mois, pour payer tous les frais, peut-être d'un centre spécialisé ou de personnes qui vont venir chez moi pour m'aider, etc. Donc ça aussi, c'est tout à fait possible. Ça rentre dans le cadre de la dépendance, enfin de la prévoyance, pardon. Et ça, on peut le faire à titre privé, c'est pas spécialement être chef d'entreprise. Tout le monde peut le souscrire. Oui, tout à fait. Mhm. Voilà. Isabelle, à toi, Isabelle. Oui, vous parliez tout à l'heure des adhésions en fonction de l'âge, et puis vous citiez aussi l'exemple de cette personne qui était blessée, et puis du coup là c'était trop tard. Est-ce qu'il y a aussi des difficultés pour les chefs d'entreprise pour changer en tous les cas de prévoyance en fonction de certains âges, compte tenu voilà, des risques? Alors, très bonne question, parce que c'est vrai qu'on s'est aperçu ces derniers temps que les assureurs avaient un petit peu resserré leur souscription et leurs normes de souscription. Et effectivement, nous, quand un client, quel que soit l'âge, vient nous voir,
avant de résilier un contrat de prévoyance, on va, bon, bien sûr, lui faire les études, etc. Et si c'est plus intéressant et mieux, donc on va d'abord lui faire compléter le questionnaire de santé, être sûr que soit il est totalement vierge, c'est-à-dire on a répondu non à toutes les questions. S'il y a une question oui ou plusieurs, on va faire la souscription. Ça va être soumis à l'assureur. Et en fonction du retour de l'assureur, soit il fait une exclusion, il dit bah non, telle pathologie, on l'exclut, soit il fait une surprime, bah, je vais majorer de 25% la prime, mais je prends la pathologie, soit bah, c'est une exclusion totale, je ne vais pas du tout le prendre. Et évidemment, on ne va pas du tout résilier le contrat existant si, tant qu'on n'est pas sûr et certain que le futur va prendre le dossier. Donc, il y a un questionnaire médical en règle générale. Ce sont des questions très simples. Et alors, plus vous avez un montant de garantie important, bah, il peut y avoir une prise de sang ou ce genre de choses, mais c'est assez rare. Ou alors un questionnaire un petit peu plus large. Mais ce n'est pas du tout une question d'âge. D'accord. Voilà. Parce que malheureusement, bah, il y a on a des jeunes femmes qui ont eu des cancers du sein à 25 ans, mais qui sont totalement guéries. Et voilà, et on va pouvoir les assurer. Alors nous, on est courtier, donc on travaille avec tous les assureurs et on sait déjà que certains vont être très pénibles dès qu'il y aura une petite pathologie. Donc, on va les exclure d'office. Et puis, d'autres, on sait qu'ils ils vont peut-être plus prendre ce type de pathologie ou ce type de clients, par exemple des professions médicales. Donc, ils vont être, comme ils sont spécialisés sur les professions médicales, ils vont être peut-être un petit peu plus indulgents sur certaines pathologies. Donc, oui, on choisit. Puis après, ça va être aussi en fonction des professions. À risque ou pas, des sports. Je sais qu'il y a plein de compagnies qui excluent certains sports, donc je ne vais même pas aller les voir. Voilà, donc ça va être vraiment en fonction. Et des déplacements à l'étranger, si vous faites des déplacements à l'international, ça aussi c'est important de voir s'il n'y a pas d'exclusion de certains pays, sinon il faut prendre une garantie complémentaire. Là, aujourd'hui, on m'a demandé pour la Chine. Bon, bah, non, c'est les trois quarts des contrats ne couvrent pas. Donc, il va falloir qu'on mette en place un contrat complémentaire pour ce voyage de ce chef d'entreprise qui va partir 2 ou 3 mois en Chine. Même si c'est dans le cadre de son métier. Oui, 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 tout à fait, dans le cadre de son métier, parce que ça sera exclu souvent de certains contrats de prévoyance, soit par rapport à la durée, soit par rapport au pays. Par rapport à la durée, c'est-à-dire séjour de plus de 3 mois, ou par rapport au pays, ah ben non, tel et tel pays, si vous avez un pépin sur place, on ne va pas vous couvrir en prévoyance. Pareil, fumeur, non-fumeur, bien sûr que fumeur, non-fumeur, bah, ce n'est pas le même risque. Donc, oh ben non, mais je fume rien du tout, je fume 2, 3 cigarettes par semaine. Bah, vous êtes fumeur. En termes d'assurance, vous êtes fumeur, donc c'est rien du tout. Parce que si un jour vous avez un pépin et qu'on voit, par exemple, dans l'urine que vous avez fumé, etc., bah, il va y avoir un petit souci. Si c'est des gros sinistres, hein, heureusement, il n'y a pas. Ben, c'est pour ça qu'il faut vraiment l'évaluation des besoins, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas de toute façon lésiner sur des garanties de prévoyance, notamment quand on a des enfants en bas âge. Parce que s'il nous arrive quelque chose, on met tout le monde dans l'embarras grave financier. Donc vraiment voir en fonction des besoins. J'ai des enfants en bas âge, donc il faudra quand même que je mette un capital d'essai d'un certain montant. J'ai des charges fixes, s'il m'arrive quelque chose, je ne peux pas faire peser ça sur mon conjoint et puis être une charge pour lui ou pour elle financière parce que j'aurais plus de revenus ou presque pas. Donc, c'est l'évaluation des besoins et après, bah, j'ai des enfants qui partent de la maison, qui sont grands, qui travaillent, donc j'ai plus besoin d'avoir peut-être un capital d'essai aussi important. Donc, toujours bien réévaluer, mais il faut toujours se dire, s'il m'arrive quelque chose, j'ai besoin de combien au minimum pour vivre si ça dure. Voilà. Et là, même si ça coûte, sachant qu'en plus c'est déductible dans certains cas, hein, dans le cadre de la loi Madelin, en charge dans l'entreprise, c'est trop important. En France, il y a un tiers des entreprises qui disparaissent
est due à une indisponibilité temporaire ou définitive du chef d'entreprise. Donc, c'est des chiffres stratosphériques. Donc, je pense que, comme l'assurance auto, ça devrait presque être obligatoire, mais en tous les cas, en parler au chef d'entreprise, parce que donner plus d'obligations à chaque fois, c'est pas non plus une solution. Il faut que les gens se prennent en main. Et donc la prévoyance, c'est du fond perdu, mais le jour où on a un pépin, bon, depuis 25 ans que je suis dans la prévoyance, j'ai vu quand même quelques sinistres, et je peux vous assurer que vous êtes bien content d'avoir fait ce qu'il faut pour la famille, pour l'entreprise et pour les enfants. Rodolphe, tu as demandé la parole? À toi? Oui, c'était bonsoir. C'est Bonsoir. juste, enfin, en clair, plutôt pour te répondre, oui, ça coûte. En revanche, enfin, moi, il y a un peu plus de 20 ans, j'ai fait le choix de payer cher, on va dire, Oui, pour une couverture qui soit optimum enfin, pour couvrir l'ensemble des salariés. oui. Et en fait, j'ai eu à m'en servir deux fois. Ah oui, Dans deux cas très particuliers, mais dont un cas qui a amené à une prise en charge pendant 3 ans sans perte de salaire, qui a ensuite été basculé sur la de validité. l'invalidité et qui ensuite a basculé sur la retraite et la prise en charge qui allait avec. Et moi, le principe que j'ai toujours mis en avant, c'était qu'à partir du moment où la personne présenter des symptômes liés à une maladie en général grave pour être arrêté aussi longtemps, c'était compliqué de cumuler et les problèmes d'argent et les problèmes de santé. Et que par conséquent, ça valait le coup d'investir sur ces sujets-là. Oui, Et puis, en parallèle de ça, l'autre chose mise en place il y a un peu plus de 20 ans aussi, c'est une surcomplémentaire. Voilà. oui, 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 tout à fait. Bah oui, surtout en région parisienne, puisque vous êtes tous en région parisienne, il y a beaucoup de dépassements d'honoraires. Donc, effectivement, c'est important de bien protéger ces salariés, tout à fait. Non, mais vous avez fait exactement ce qu'il fallait, hein. Alors nous, c'est vrai qu'on est vraiment très, très, très branché prévoyance, parce que la mutuelle santé, pour les salariés, c'est obligatoire, mais pour le travailleur indépendant ou chef d'entreprise, il peut ne pas prendre de mutuelle santé. Bon, je dirais, s'il ne se fait pas rembourser sa paire de lunettes, il n'y a pas mort d'homme, vous voyez. Par contre, la prévoyance, s'il a un pet en moto et que pendant 6 mois, il ne va pas pouvoir travailler, là, c'est pas du tout pareil, hein. Là, c'est vraiment catastrophique en termes financiers. Donc effectivement, c'est primordial. Et pour finir, regardez vos clauses bénéficiaires, notamment, je pense à monsieur, quand tu as posé la question sur les salariés, c'est que le salarié, il rentre dans la boîte, il souscrit son contrat de prévoyance obligatoire, et puis après, entre-temps, il se marie, il a des enfants, et puis il a toujours laissé ses parents ou sa petite sœur en bénéficiaire de son contrat. Donc, bien revoir quand même les clauses bénéficiaires également des contrats de prévoyance. Merci beaucoup, Jean. Merci à tous. Et à bientôt alors. Merci, bonne soirée.